podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Je parlais avec une amie l'autre jour qui est fan de la Marche de l'Histoire sur France Inter. Et elle me dit « Je comprends pas ce qui se passe, j'ai arrêté d'écouter parce qu'ils se sont mis à parler hyper vite. C'est comme s'ils étaient tout le temps pressés. Alors moi, j'écoute plus. » Je prends son téléphone, elle avait enclenché sans le voir l'avance rapide. Je lui dis « Mais tu te disais pas que l'émission durait moins longtemps ?» Elle me dit « Ah oui, c'est vrai, je pouvais en écouter 2 au lieu d'1 sur le trajet. » Je voulais vous dire que si jamais vous avez ce problème, ce bouton existe, avance rapide. En attendant, pour cet épisode, une histoire vitesse normale, d'adolescence, de naïveté et d'amour. Signé Alexandre Moniol. En 2010, je suis en classe de première et c'est le premier trimestre. Nous allons voir un spectacle de théâtre avec toute ma classe et nous sommes accompagnés de 3 professeurs, dont mon professeur d'histoire. Nous allons voir la pièce. La pièce se termine. Nous sommes devant la Comédie Française et les élèves discutent entre eux avec les profs. Les gens s'éparpillent un peu. Moi, je fais mine de partir et j'arrive à me débrouiller pour revenir discrètement au moment où mon professeur d'histoire quitte la place devant la Comédie Française pour aller chez lui. Il fait nuit, il est 22h30, 23h. Et prise d'un coup de folie, je me dis « Ok, je vais le suivre ». Et je me mets effectivement à le suivre dans la nuit avec pas mal de distance entre nous par sécurité, tout excitée par l'acte extrêmement transgressif que je suis en train de faire. Et il marche, et toujours avec cette distance, je le suis. Parfois, je cours, parfois, je marche, parfois, je pose des temps d'arrêt, je me cache derrière des voitures. Il faut absolument pas qu'il me voie. Et pour autant, je suis excitée, je me dis, mais si j'arrive vraiment à le faire, eh ben, je saurai où il habite, enfin. Et ça dure 15 minutes. On arrive à Châtelet-Les Halles, sur une esplanade, où finalement, il y a moins d'arbres, il y a moins d'immeubles. Donc, c'est un grand espace où, si jamais il tourne la tête, il me voit. Donc, il faut absolument que je sois très précautionneuse parce que je suis bien consciente de l'acte hyper borderline que je suis en train de faire. Donc, je prends plus de distance. Et dans la nuit, avec l'ombre des arbres, finalement, je le perds de vue. Et je me retrouve toute seule à Châtelet-Les Halles, tard, à 23h30 à peu près, et il est parti, et je rentre chez moi, je prends le métro, ligne 4, et je me dis, mais waouh! Cette histoire commence en 2010, à la rentrée scolaire, donc en fin d'année, septembre, quelques mois avant cette scène, à peu près 4 mois. Et j'ai un prof que je ne connaissais pas avant, que j'avais pas eu en seconde, qui est mon prof d'histoire, qui est un homme extrêmement charismatique, qui est un bel homme, et surtout qui s'exprime extrêmement bien, qui est très éloquent. Donc ses cours sont un bonheur pour les oreilles. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, les personnes qui arrivent à bien s'exprimer et qui ont l'art de la rhétorique. Et je suis en classe, il y a un contrôle d'histoire. Et donc, j'étais en train de composer. Et puis, à un moment, je suis au 2e rang. Puis, à un moment, je lève la tête. Et je le vois, donc il est assis à son bureau. Je le vois qu'il me regarde aussi. Et il me sourit.
Donc je lui souris naturellement à mon tour. Je rebaisse la tête sur ma copie. Donc je me mets à recomposer. Je relève la tête. Il me regarde encore. Donc là, je me dis, c'est pas possible, il est en train de me reluquer pendant que je compose. Donc je suis toute contente. Je souris, je rebaisse la tête et je me dis, mais c'est pas possible. J'ai levé la tête 2 fois à quelques minutes d'intervalle et à chaque fois que je relève la tête, il est en train de me regarder. Je poursuis ma scolarité d'élève de première et je commence petit à petit à réaliser que je pense beaucoup à lui, heu, que dès que je l'aperçois, je suis extrêmement, tendue, je tremble, et je commence à me dire que voilà, c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui cloche et en fait, il y a beaucoup de moments où il est extrêmement joueur avec moi. Donc c'était, des petits sourires en classe, des petits sourires, dans les couloirs s'il me croisait, des regards et il a les yeux, extrêmement bleus. Du coup, c'est vrai qu'un regard insistant de sa part, c'est quelque chose d'assez bouleversant pour moi, où, je me dis que quand même son attitude, elle est avec moi, elle est pas avec les autres. À la fin du premier trimestre, je suis déléguée, en bonne élève que je suis et je n'ai pas les félicitations alors que je les attendais. Donc c'est au vote, à main levée et on ne me les donne pas alors qu'on me fait beaucoup de compliments. Donc à 16 ans, je me sens, absolument victime d'une injustice, totale. Forcément, il est là et à la sortie du conseil de classe, je suis avec mon ami, donc l'autre délégué et j'exprime fortement mon mécontentement, en disant: «Mais c'est pas possible, c'est injuste, telle personne, telle personne, telle personne a eu les félicitations et pas moi, alors qu'il y a pas de différence, de moyenne, que j'ai une bonne attitude». Donc voilà, je m'exprime comme ça et il passe à côté de moi, il entend tout ça, que je me plains et là, il me regarde et il me dit, «Mais tu sais, l'important, c'est la reconnaissance des gens qui t'aiment». Sachant que, pendant le conseil de classe, il avait fait beaucoup de compliments sur moi, et alors moi, quand j'entends, la reconnaissance des gens qui t'aiment, je me dis: «Mais, ah d'accord, c'est limite une déclaration, il est en train de me dire qu'il m'aime, en fait, d'une certaine manière». Et en plus, à ce moment-là, du coup, hem, j'écoutais en fait, je me nourrissais de choses artistiques auxquelles je pouvais, m'identifier. Donc, par exemple, j'ai découvert un bouquin qui s'appelle «La confusion des sentiments» de Stefan Zweig, qui est l'histoire, passionnelle. Stefan Zweig, écrit beaucoup sur la passion, d'une rencontre entre un professeur et un élève et je dévore le bouquin un soir en 1 heure et en fait, ça me permet, d'une certaine manière, de mettre des mots sur ce que je ressens ou en tout cas d'emprunter à un auteur qui sait probablement mieux le dire que moi. J'écoute, des musiques. Il y a une musique qui est vraiment, fondatrice pour moi. Enfin, c'est une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle, «Il suffirait de presque rien». Donc il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise: «Je t'aime». Et voilà, parce qu'à ce moment-là, pour moi, la différence d'âge, c'est l'obstacle entre nous. Très souvent, il est au café à côté du lycée. Il est tout seul, il boit une bière, il boit un café et moi, dès que je le vois à ce café-là, je m'assois un peu plus loin à ce café-là, donc sur la terrasse, il est à l'intérieur et je le regarde. Soit je le regarde pendant des heures, soit je ne le vois pas de là où je suis, mais je suis contente parce que je suis au même endroit et donc quelque part, je suis proche de lui. J'ai une très bonne amie à ce moment-là, dans ma classe. Il faut que je trouve au moins quelqu'un, à qui en parler et je lui dis: «Bon, écoute, faut vraiment que je te dise quelque chose, promets-moi de ne rien dire» et je lui dis que je suis amoureuse de quelqu'un que tu connais, et devine et elle devine tout de suite. Elle dit, «Ah oui, mais c'est, notre prof d'histoire, mais ça se voit, tu sais, ça se voit que qu'il t'aime bien».
Et du coup, en plus, elle me conforte dans l'idée qu'il y a vraiment quelque chose de particulier entre nous, parce que c'est un regard extérieur avant même qu'elle sache que je suis amoureuse de lui. Elle me dit qu'effectivement, moi, il m'apprécie particulièrement. Mais elle avait vu, les sourires et puis surtout les commentaires en classe. C'était, voilà, des petites réflexions, des petites blagues, des clins d'œil et vu que j'étais tout le temps au premier rang, moi, il faut savoir qu'il y a pas un cours où j'étais au deuxième rang et où je n'écoutais pas. J'étais au premier rang, bloquée sur ma chaise, les coudes sur la table, la tête dans les mains, à le regarder. Donc quand il y a, certains élèves, parce que forcément, tout le monde n'est pas sous le charme, qui font, du bruit au fond de la classe, je suis plutôt du genre à me retourner, et à leur dire: «Mais chut, ils parlent, quoi». 6 mois après la rentrée, il y a un voyage scolaire qui est organisé avec ma classe, et avec, 3 profs référents, dont lui, pour mon plus grand plaisir évidemment. On part en avion pour l'Espagne. Et suite à ça, pour rejoindre, la ville où on prend un car qui dure 1 heure, et demie. Donc il est à la fenêtre. À côté de lui, il y a une de ses collègues, qui est ma prof de français. Et moi, je suis à la rangée derrière avec un ami à moi. Et je me mets à lui poser toutes les questions possibles et imaginables sur sa vie privée. Et il ne veut absolument rien lâcher. Je pose, comme question, par exemple, «Mais est-ce que vous êtes mariés? Où habitez-vous?» Et il refuse, il refuse, il refuse. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Je prends ça, comme une blague, en plus à la rigolade, donc j'insiste vraiment, sans me rendre compte que mon comportement est un peu borderline. C'est quand même, relativement étrange, de s'intéresser à ce point et d'insister à ce point pour, savoir, sa vie privée. Il y a quelque chose aussi que je voulais vraiment savoir, c'était son âge. Parce que pour moi, il avait, dans les, 37-38 ans. Il ne dit absolument rien. Au bout d'1 heure et demie, on arrive, dans la ville, en Espagne et je m'attends à ce que ce voyage, voilà, soit encore, des moments de complicité, tous les 2. Et finalement, pendant ce voyage, il va être extrêmement distant avec moi. Et bien entendu, je suis dans l'incompréhension totale. Je suis perdue. Ce voyage est assez terrible pour moi parce qu'en plus, je ne peux pas en parler autour de moi. Alors j'ai certes mon amie qui est dans la confidence, mais en même temps, je suis un peu gênée, j'ai pas envie, de la gonfler trop avec ça, d'être en boucle parce que moi, dans ma tête, je suis en boucle. Donc j'essaie quand même, voilà, d'être assez, discrète par rapport à ça. Donc moi, je vais être en demande, bah, d'attention, des attentions qu'il me donnait avant, qu'il va pas du tout me donner. Il va être plutôt avec les autres profs, et en fait, voilà, j'ai des souvenirs où parfois on se balade dans les rues et bien évidemment, je suis jamais très loin et j'avance vers lui, je lui pose des questions, il me répond gentiment, en me souriant, mais voilà, c'est différent d'avant. Il part, vite, il y a aucune, pendant ce voyage, je suis une élève comme les autres. Un soir, on est à table à dîner, il y a d'un côté les élèves et d'un côté les profs et à un moment, les profs, ils sont 3, nous demandent, à notre avis, qui est le plus âgé et qui est le plus jeune entre les 3. Sachant qu'on savait, l'âge de notre prof, de maths qui avait 40 ans. On savait que, l'autre prof avait, dans les 50 ans, mais on ne savait pas évidemment l'âge du prof d'histoire et finalement, ils nous ont dit que c'était lui qui était le plus âgé et donc j'ai appris à ce moment-là qu'il avait forcément plus de 50 ans. Le voyage se termine, nous reprenons, l'avion pour le retour et je suis à 2 rangées dans l'avion de lui. Côté couloir, lui aussi, du coup, je le vois de mon siège et en fait, pendant ces cours, j'avais pour habitude de, l'enregistrer avec mon téléphone, que je faisais discrètement sur la table pour pouvoir ensuite, chez moi, le soir, réécouter, sa voix et le réécouter faire court.
à tel point qu'il y a certains passages que je connaissais par cœur, en fait, comme on connaît une chanson. Et donc, j'avais enregistré sur mon téléphone et je l'avais transversé sur mon ordinateur de façon à l'avoir sur mon iPod, sur mon MP3. Et dans l'avion du retour, je me souviens que je suis assise, que je l'ai dans mon champ de vision et que dans mes oreilles, je l'écoute faire court. Et je pars à ce moment-là en voyage au ski avec mes parents. Et là, c'est le moment où l'amour se transforme à proprement parler en véritable obsession. Donc je passe le trajet de l'aller, le trajet du retour à y penser, à y penser. Toutes les pistes de ski, je les dévale avec une seule idée en tête. Et surtout, le soir, la nuit, je rêve de lui toutes les nuits. Je me souviens exactement que pendant 6 nuits, j'ai rêvé de lui non-stop. Par exemple, je rêve qu'on est tous les deux allongés l'un à côté de l'autre dans un parc avec la nature, qu'il fait beau, les oiseaux chantent, on entend une fontaine. C'est des images très poétiques, très romantiques, très pures et aussi très clichés. C'est un peu des images presque enfantines de l'amour. Et alors, j'en viens à me dire, mais en fait, ce monde des rêves, je m'en rappelle tellement bien que je vois pas pourquoi je pourrais pas les garder avec moi comme des vrais souvenirs. J'ai quand même la maturité de penser qu'il faut vraiment qu'il y ait un déclic. Et ce déclic-là, il sera possible que si je lui avoue mes sentiments. Et donc, j'écris une lettre que je compte bien lui donner à la rentrée, quand je vais le revoir, c'est-à-dire une semaine après. Au lieu d'attendre que ce soit la rentrée et d'aller le voir à la fin du cours pour lui demander on va prendre un café, je l'appelle pour savoir si on peut se prendre un café avant la rentrée. Et il y a toute l'attente de « Ok, je l'appelle », numéro que je connais évidemment par cœur. Et je suis dans le froid, dans le Jura, un soir, le téléphone dans la main. Et je me dis « Ok, Sarah, c'est parti, appelle-le, on y va, on va lui proposer un café ». C'est un moment où mon cœur bat à 100 000 à l'heure. Et je l'ai au téléphone, il répond. Et je lui demande « Monsieur, est-ce qu'on peut se prendre un café ? J'ai quelque chose à vous dire. » Et il me dit « Écoute, on se verra à la rentrée. Oui, oui, on prendra un café à la rentrée. » Il ne m'en demande pas plus. Donc je raccroche et rendez-vous pris pour la lecture de la lettre à un café. Vient la rentrée. Je vais en cours, j'ai cours avec lui, et à la fin du cours, je lui dis « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, il faut que je vous parle, est-ce qu'on peut se prendre ce café ?» Et il me dit « Mais tu peux pas me le dire maintenant ?» Et je lui dis « Ah non, je suis un peu étonnée de cette question, parce que j'ai l'impression qu'il le sait déjà. Pour moi, il sait très bien de quoi je vais lui parler, c'est évident que je suis amoureuse de lui. » Je lui dis « Non, non, je peux vraiment pas le dire maintenant, on se voit au café. » Il me dit « D'accord, alors rendez-vous au café à 18h. » Au café à côté du lycée, café où je l'observais longuement pendant des heures. Évidemment, à 17h45, je suis au pied de guerre au café et je me mets à l'attendre. J'ai la lettre dans les mains que j'ai écrite à l'ordinateur puis que j'ai recopiée manuscritement, évidemment. Et 17h50, 17h55, 18h, toujours pas là. Bon, 18h05, 18h10, 18h15, et je commence vraiment à paniquer parce que quand il m'avait dit 18h, il m'avait dit oui, oui, bah, on se verra à 18h parce que j'aurai 30 minutes, parce qu'après j'ai rendez-vous avec des parents d'élèves. Donc quand je vois qu'à 18h15, il est toujours pas là, alors que le rendez-vous va durer que 30 minutes. Déjà pour moi, 30 minutes, alors que je dois tout lui avouer, c'est court. Mais alors quand je vois qu'à 18h15, il est pas là, je me dis mais vraiment, c'est dingue de faire ça. Enfin, c'est vraiment pas me respecter. Encore une fois, je me dis qu'il est au courant, qu'il sait que je vais lui déclarer mon amour, et je trouve ça vraiment dingue qu'il ose être en retard.
Et donc, je pars du café. Je me dis: «Mais comment tu peux faire ça à une gamine de 16 ans? Enfin, qui t'aime?» Je comprends pas. Et pour repartir chez moi, je repasse devant le lycée et en fait, je le croise sur le chemin qui allait vers le café et il me dit: «Ah bah, excuse-moi, j'avais un truc à régler, c'est bon, on y va, on y va, on y va». Mais à ce moment-là, il est 18h20. Je me dis: «D'accord, donc j'ai 10 minutes pour que lui déclarer mon amour. OK, d'accord». En plus, j'étais plus préparée parce que je m'étais dit: «Bon, bah, d'accord, ça va pas se faire». Donc on arrive au café, je commence à bredouiller, quelques phrases banales. Il me regarde avec ses yeux bleus, avec son petit sourire, il est en face de moi et il me dit: «Bon, je t'écoute». Et donc là, je bafouille, «Alors voilà, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, c'est-à-dire que je ne vous considère pas comme, un prof normalement». Et là, il me regarde et il me dit: «Mais Sarah, je le sais. Crève l'abcès, dis-le-moi». OK, je pense que je suis, amoureuse de vous et je sais, que c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible à 99,99 mais j'ai toujours ce 0,001 d'espoir. Et là, il me coupe, il m'arrête et me dit: «Non, mais c'est pas 0,01, c'est pas 0,001, c'est 0. Il se passera jamais rien entre nous, c'est impossible. Il y a trop de différences d'âge, trop de différences de maturité. Stop». Je suis pas étonnée parce que c'est ce à quoi je m'attendais, mais il y a quand même la lettre à lire et j'ai pas envie que la lettre passe à la trappe parce que j'ai envie de lire ma lettre. Je suis assez fière de ma lettre et je lui dis: «D'accord, bon, je vous ai écrit une lettre, je vais vous la lire». Et il me dit: «Non, tu me la lis pas». «D'accord, je veux pas, que tu me la lises parce que tu mettrais trop d'émotions dedans et je ne veux pas nourrir un espoir ou une attente quelconque. Donc tu ne me la lis pas». Très bien. Par contre, je veux bien la prendre, mais à une condition, c'est que tu ne viennes jamais, jamais me demander ce que j'en ai pensé. Tu me donnes la lettre et c'est fini. Et donc je promets. Je lui donne la lettre et nous partons du café. Ça a duré 10 minutes. Je descends dans le métro et je suis un peu, je suis fébrile, en même temps, je suis soulagée. Je me dis, «Ça y est, quoi, c'est ouais, j'ai vécu un truc, de malade, mais c'est bon, ça va aller mieux maintenant. Là, la réalité, elle est inévitable». Je mets, quelques semaines, quelques mois à vraiment, me détacher et il y a des moments où je craque. Notamment, un jour, on fait un travail, d'écriture avec, des amis à moi. On est avec lui dans une salle, donc c'est vraiment un moment à 4 et j'ai dû écrire un texte avant qu'on est en train de corriger et il corrige, le texte beaucoup, c'est-à-dire qu'il reformule énormément de mes phrases et donc du coup, c'est aussi un geste un peu de révolte par rapport à lui. Je dis: «Mais d'accord, donc j'ai rien écrit en gros». Et là, il se met vraiment en colère contre moi. Il se retourne et il me dit: «OK, j'arrête, je pars». Enfin, ou un truc où il fait son cinéma, où il me reproche, voilà, mais vraiment frontalement, mon attitude. Donc encore une fois, on est dans quelque chose où je le déçois d'une certaine manière et d'un côté, je me dis: «Mais c'est fou, enfin, il sait très bien que je l'aime», et ma réaction à ce moment-là, c'est de mettre ma tête dans mes mains et de pleurer et je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je suis devant mon ami qui est dans la confidence et un autre élève. Il est là, il me voit pleurer, il me dit: «Bon, bah, sors». Donc je sors dans le couloir, je vais dans les toilettes, je pleure, mais je suis en sanglots, je suis inconsolable. Mon amie, vient me consoler, elle me dit que pendant que j'étais aux toilettes, il lui a demandé s'il avait été vache ou s'il avait été dur avec moi. Et alors ça me fait plaisir. Je me dis: «Mais c'est bien». Au moins, je suis contente parce que je me dis: «Il voit que je souffre». Et je rentre en cours. Ensuite, je pars sans dire au revoir. Je descends les escaliers, je suis dans la rue
Et là, mon portable vibre. Et là, je vois son nom qui s'affiche sur mon portable. Il est en train de me téléphoner. C'est la première fois que je reçois un appel de lui. Je suis bloquée sur place. Il me dit: «Écoute Sarah, je suis désolée, j'ai pas voulu être méchant, mais tu sais, c'est pas grave, il y a pas de problème». Et alors là, moi, je m'écrase complètement. Je dis: «Mais je voulais pas vous décevoir». Il me dit: «Mais non, mais il y a pas de problème, t'inquiète pas, passe une bonne soirée». Je raccroche, ça a duré 19 secondes. Je suis OK. Je suis doublement contente parce que je me dis, d'une part, qu'il a pensé à moi, que ça fait 10 minutes qu'il pense à moi et qu'il pense à m'appeler et qu'il tient à ce que je sois bien. Et de 2, il a vraiment vu que j'étais pas bien par rapport à ça et que je souffrais. Et il m'a appelée, quoi. Enfin, c'est ouf. Je suis trop contente. 1 an après, on est en fin juin, début juillet, j'ai passé le bac, j'ai fini mon année de terminale. Ce n'est plus mon prof et je suis dans un bar avec des amis à moi, des amis de la classe et on rigole, on parle de tout, on parle des profs. À ce moment-là, je suis complètement, remise, il y a plus aucun problème par rapport à cette histoire. Je suis pas sûre que tout le monde soit au courant quand même, hein. Je pense pas que c'est quelque chose qui est dit à ce moment-là. Et un ami à moi, raconte, au groupe, «Tiens, j'ai vu, notre prof d'histoire, je l'ai croisé dans la rue, il était avec un mec», et la scène, ne laissait, aucune place au doute. Il l'a vu avec un homme, probablement se tenir la main, enfin quelque chose, d'évident, quelque chose d'éloquent. Donc j'apprends, ce soir-là, il est, 1 heure du matin, quelques coups dans le nez que, en fait, celui que j'ai aimé passionnément, pendant 1 an était gay. J'ai les larmes aux yeux, je me dis: «Mais» ça met vraiment un point final à l'histoire parce que je me dis: «D'accord, bon alors c'était vraiment, vraiment, vraiment pas possible». J'étais vraiment à côté de la plaque. C'est un peu comme si j'avais été, pas trompée, mais que j'avais vraiment, vécu toute seule, l'histoire. Cet épisode était signé Alexandre Mognol, la musique a été composée par Maxime Daoud et le tout a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Et bientôt, nous enregistrons un transfert spécial dans lequel nous reviendrons sur cette première saison, puisqu'elle se termine, sur la manière dont nous avons travaillé, sur les coulisses si on veut. Posez-nous vos questions et faites-nous vos remarques en format audio, avec l'enregistreur vocal de votre téléphone par exemple, et envoyez-nous le son à podcast@slate.fr. Nous diffuserons vos messages et nous y répondrons. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer des DM, des questions, des remarques sur Twitter, @chapudlowski. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vision de lui, côté couloir, lui aussi, du coup, je le vois de mon siège et en fait, pendant ses cours, j'avais pour habitude de, l'enregistrer avec mon téléphone, que je faisais discrètement sur la table pour pouvoir ensuite, chez moi, le soir, réécouter, sa voix et le réécouter faire cours. À tel point qu'il y a certains passages que je connaissais par cœur, en fait, comme on connaît une chanson. Et donc, j'avais enregistré sur mon téléphone et je l'avais transversé sur mon ordinateur de façon à l'avoir sur mon iPod, sur mon MP3. Et dans l'avion du retour, je me souviens que je suis assise, que je l'ai dans mon champ de vision et que dans mes oreilles, je l'écoute faire cours. Et je pars à ce moment-là en voyage au ski avec mes parents et là, c'est le moment
où l'amour se transforme à proprement parler en véritable obsession. Donc je passe le trajet de l'aller, le trajet du retour à y penser. Toutes les pistes de ski, je les dévale avec une seule idée en tête. Et surtout, le soir, la nuit, je rêve de lui toutes les nuits. Je me souviens exactement que pendant 6 nuits, j'ai rêvé de lui non-stop. Par exemple, je rêve qu'on est tous les deux allongés l'un à côté de l'autre dans un parc avec la nature qui fait beau, les oiseaux chantent, on entend une fontaine. C'est des images très poétiques, très romantiques, très pures et aussi très clichés. C'est un peu des images presque enfantines de l'amour. Et alors, j'en viens à me dire, mais en fait, ce monde des rêves, je m'en rappelle tellement bien que je vois pas pourquoi je pourrais pas les garder avec moi comme des vrais souvenirs. J'ai quand même la maturité de penser qu'il faut vraiment qu'il y ait un déclic. Et ce déclic-là, il sera possible que si je lui avoue mes sentiments. Et donc, j'écris une lettre que je compte bien lui donner à la rentrée, quand je vais le revoir, c'est-à-dire une semaine après. Au lieu d'attendre que ce soit la rentrée et d'aller le voir à la fin du cours pour lui demander on va prendre un café, je l'appelle pour savoir si on peut se prendre un café avant la rentrée. Et il y a toute l'attente de OK, je l'appelle, numéro que je connais évidemment par cœur. Et je suis dans le froid, dans le Jura, un soir, le téléphone dans la main. Et je me dis, OK, Sarah, c'est parti. Dans l'avion du retour, je me souviens que je suis assise, que je l'ai dans mon champ de vision et que dans mes oreilles, je l'écoute faire court. Et je pars à ce moment-là en voyage au ski avec mes parents. Et là, c'est le moment où l'amour se transforme à proprement parler en véritable obsession. Donc je passe le trajet de l'aller, le trajet du retour à y penser. Toutes les pistes de ski, je les dévale avec une seule idée en tête. Et surtout, le soir, la nuit, je rêve de lui toutes les nuits. Je me souviens exactement que pendant 6 nuits, j'ai rêvé de lui non-stop. Par exemple, je rêve qu'on est tous les deux allongés l'un à côté de l'autre dans un parc avec la nature qui fait beau, les oiseaux chantent, on entend une fontaine. C'est des images très poétiques, très romantiques, très pures et aussi très clichés. C'est un peu des images presque enfantines de l'amour. Et alors, j'en viens à me dire, mais en fait, ce monde des rêves, je m'en rappelle tellement bien que je vois pas pourquoi je pourrais pas les garder avec moi comme des vrais souvenirs. J'ai quand même la maturité de penser qu'il faut vraiment qu'il y ait un déclic. Et ce déclic-là, il sera possible que si je lui avoue mes sentiments. Et donc, j'écris une lettre que je compte bien lui donner à la rentrée, quand je vais le revoir, c'est-à-dire une semaine après. Au lieu d'attendre que ce soit la rentrée et d'aller le voir à la fin du cours pour lui demander on va prendre un café, je l'appelle pour savoir si on peut se prendre un café avant la rentrée. Et il y a toute l'attente de OK, je l'appelle, numéro que je connais évidemment par cœur. Et je suis dans le froid, dans le Jura, un soir, le téléphone dans la main. Et je me dis, OK, Sarah, c'est parti, appelle-le, on y va, on va lui proposer un café. C'est un moment où mon cœur bat à 100 000 à l'heure. Et je l'ai au téléphone, il répond. Et je lui demande, monsieur, est-ce qu'on peut se prendre un café? J'ai quelque chose à vous dire. Et il me dit, écoute, on se verra à la rentrée. Oui, oui, on prendra un café à la rentrée. Il ne m'en demande pas plus. Donc je raccroche et rendez-vous pris pour la lecture de la lettre à un café. Vient la rentrée
Je vais en cours, j'ai cours avec lui et à la fin du cours, je lui dis: «Monsieur, vient la rentrée». Je vais en cours, j'ai cours avec lui et à la fin du cours, je lui dis: «Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, il faut que je vous parle. Est-ce qu'on peut, se prendre ce café?» Et il me dit: «Mais tu peux pas me le dire maintenant?» Et je lui dis: «Ah non», je suis un peu étonnée de cette question parce que j'ai l'impression qu'il le sait déjà. Pour moi, il sait très bien de quoi je vais lui parler, c'est évident que je suis amoureuse de lui. Je lui dis: «Bah, non, non, je peux vraiment pas le dire maintenant, on se voit, au café». Il me dit: «D'accord, alors, rendez-vous au café à 18h». Au café à côté, du lycée, café, où je, l'observais, longuement pendant des heures. Évidemment, à 17h45, je suis au pied de guerre, au café et je me mets à l'attendre. J'ai la lettre dans les mains que j'ai écrit à l'ordinateur puis que j'ai recopié manuscritement évidemment et 17h50, 17h55, 18h, toujours pas là. Bon, 18h05, 18h10, 18h15 et je commence vraiment à paniquer parce que, quand il m'avait dit 18h, il m'avait dit: «Oui, oui, bah, on se verra à 18h parce que j'aurai 30 minutes, parce qu'après j'ai rendez-vous avec des parents d'élèves». Donc quand je vois qu'à 18h15, il est toujours pas là, alors que le rendez-vous va durer que 30 minutes, déjà pour moi 30 minutes alors que je dois tout lui avouer, c'est court. Mais alors quand je vois qu'à 18h15, il est pas là, je me dis: «Mais vraiment, c'est dingue de faire ça, enfin, c'est vraiment pas me respecter». Encore une fois, je me dis qu'il est au courant, qu'il sait que je vais lui déclarer, mon amour et je trouve ça vraiment, dingue qu'il ose être en retard et donc je pars du café. Je me dis: «Mais comment tu peux faire ça à une gamine de 16 ans? Enfin, qui t'aime?» Je comprends pas et pour repartir chez moi, je repasse devant le lycée et en fait, je le croise sur le chemin qui allait vers le café. Et il me dit: «Ah bah, excuse-moi, j'avais un truc à régler, c'est bon, on y va, on y va, on y va». Mais à ce moment-là, il est 18h20. Je me dis: «D'accord, donc j'ai 10 minutes pour que lui déclarer mon amour. OK, d'accord». En plus, j'étais plus préparée parce que je m'étais dit: «Bon, bah, d'accord, ça va pas se faire». Donc on arrive au café, je commence à bredouiller, quelques phrases banales. Il me regarde avec ses yeux bleus, avec son petit sourire, il est en face de moi et il me dit: «Bon, je t'écoute». Et donc là, je bafouille, «Alors voilà, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, c'est-à-dire que je ne vous considère pas comme, un prof normalement». Et là, il me regarde et il me dit, «Mais Sarah, je le sais». Et j'avance vers lui, je lui pose des questions, il me répond gentiment, en me souriant, mais voilà, c'est différent d'avant. Il part, vite, il y a aucune, pendant ce voyage, je suis une élève comme les autres. Un soir, on est à table à dîner, il y a d'un côté les élèves et d'un côté les profs et à un moment, les profs, ils sont 3, nous demandent, à notre avis, qui est le plus âgé et qui est le plus jeune entre les 3. Sachant qu'on savait, l'âge de notre prof, de maths qui avait 40 ans. On savait que, l'autre prof avait, dans les 50 ans, mais on ne savait pas évidemment l'âge du prof d'histoire et finalement, ils nous ont dit que c'était lui qui était le plus âgé et donc j'ai appris à ce moment-là qu'il avait forcément plus de 50 ans. Le voyage se termine, nous reprenons, l'avion pour le retour et je suis à 2 rangées dans l'avion de lui. Côté couloir, lui aussi, du coup, je le vois de mon siège et en fait, pendant ces cours, j'avais pour habitude de, l'enregistrer avec mon téléphone, que je faisais discrètement sur la table, pour pouvoir ensuite, chez moi, le soir, réécouter, sa voix et le réécouter faire court. À tel point qu'il y a certains passages que je connaissais par cœur, en fait, comme on connaît une chanson. Et donc, j'avais enregistré sur mon téléphone et je l'avais transversé sur mon ordinateur de façon à l'avoir sur mon iPod, sur mon MP3.
Et dans l'avion du retour, je me souviens que je suis assise, que je l'ai dans mon champ de vision et que dans mes oreilles, je l'écoute faire court. Et je pars à ce moment-là en voyage au ski avec mes parents. Et là, c'est le moment où l'amour se transforme à proprement parler en véritable obsession. Donc je passe le trajet de l'aller, le trajet du retour à y penser, à y penser. Toutes les pistes de ski, je les dévale avec une seule idée en tête. Et surtout, le soir, la nuit, je rêve de lui toutes les nuits. Je me souviens exactement que pendant 6 nuits, j'ai rêvé de lui non-stop. Par exemple, je rêve qu'on est tous les deux allongés l'un à côté de l'autre dans un parc avec la nature, qu'il fait beau, les oiseaux chantent, on entend une fontaine. C'est des images très poétiques, très romantiques, très pures, réalisées que je pense beaucoup à lui, que dès que je l'aperçois, je suis extrêmement tendue, je tremble, et je commence à me dire que voilà, c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, il y a beaucoup de moments où il est extrêmement joueur avec moi. Donc c'était, des petits sourires en classe, des petits sourires, dans les couloirs s'il me croisait, des regards, et il a les yeux, extrêmement bleus. Du coup, c'est vrai qu'un regard insistant de sa part, c'est quelque chose d'assez bouleversant pour moi, où, je me dis que quand même son attitude, elle est avec moi, elle est pas avec les autres. À la fin du premier trimestre, je suis déléguée, en bonne élève que je suis, et je n'ai pas les félicitations alors que je les attendais. Donc c'est au vote, à main levée, et on ne me les donne pas alors qu'on me fait beaucoup de compliments. Donc à 16 ans, je me sens, absolument victime d'une injustice, totale. Forcément, il est là, et à la sortie du conseil de classe, je suis avec mon ami, donc l'autre délégué, et j'exprime fortement mon mécontentement, en disant: «Mais c'est pas possible, c'est injuste, telle personne, telle personne, telle personne a eu les félicitations et pas moi, alors qu'il y a pas de différence, de moyenne, que j'ai une bonne attitude». Donc voilà, je m'exprime comme ça, et il passe à côté de moi, il entend tout ça, que je me plains, et là, il me regarde et il me dit, «Mais tu sais, l'important, c'est la reconnaissance des gens qui t'aiment». Sachant que, pendant le conseil de classe, il avait fait beaucoup de compliments sur moi, et alors moi, quand j'entends, la reconnaissance des gens qui t'aiment, je me dis: «Mais, ah d'accord, c'est limite une déclaration, il est en train de me dire qu'il m'aime, en fait, d'une certaine manière». Et en plus, à ce moment-là, du coup, hem, j'écoutais, en fait, je me nourrissais de choses artistiques auxquelles je pouvais, m'identifier. Donc, par exemple, j'ai découvert un bouquin qui s'appelle «La confusion des sentiments» de Stefan Zweig, qui est l'histoire, passionnelle. Stefan Zweig, écrit beaucoup sur la passion, d'une rencontre entre un professeur et un élève, et je dévore le bouquin un soir en 1 heure. Et en fait, ça me permet, d'une certaine manière, de mettre des mots sur ce que je ressens, ou en tout cas d'emprunter à un auteur qui sait probablement mieux le dire que moi. J'écoute, des musiques. Il y a une musique qui est vraiment, fondatrice pour moi, enfin, c'est Mine. Nous sommes devant la Comédie Française, et les élèves discutent entre eux, avec les profs, les gens s'éparpillent un peu. Moi, je fais mine de partir, et j'arrive à me débrouiller pour, revenir discrètement au moment où mon professeur d'histoire quitte la place devant la Comédie Française pour, aller chez lui. Il fait nuit, il est 22h30, 23h, et prise d'un coup de folie, je me dis: «OK, je vais le suivre», et je me mets effectivement à le suivre dans la nuit,
avec pas mal de distance entre nous par sécurité, tout excitée par l'acte extrêmement transgressif que je suis en train de faire. Et il marche et toujours avec cette distance, je le suis. Parfois je cours, parfois je marche, parfois je pose des temps d'arrêt, je me cache derrière des voitures. Il faut absolument pas qu'il me voie et pour autant, je suis excitée, je me dis: «Mais si j'arrive vraiment, à le faire et ben, je saurai où il habite enfin» et ça dure 15 minutes. On arrive, à Châtelet-Les Halles, sur une esplanade où finalement il y a moins d'arbres, il y a moins d'immeubles donc c'est un grand espace où si jamais il tourne la tête, il me voit. Donc il faut absolument que je sois très précautionneuse parce que je suis bien consciente de l'acte, hyper borderline que je suis en train de faire. Donc je prends plus de distance et dans la nuit, avec l'ombre des arbres, finalement je le perds de vue et je me retrouve, toute seule à Châtelet-Les Halles, tard à 23h30 à peu près et il est parti et je rentre chez moi, je prends le métro, ligne 4 et je me dis: «Mais waouh!» Cette histoire commence en 2010, à la rentrée scolaire, donc en fin d'année, septembre, quelques mois avant cette scène, à peu près, 4 mois et j'ai un prof que je ne connaissais pas avant, que j'avais pas eu en seconde, qui est mon prof d'histoire, qui est un homme, extrêmement charismatique, qui est un bel homme, et surtout qui s'exprime extrêmement bien, qui est très éloquent. Donc ses cours sont un bonheur pour les oreilles. Enfin, moi, je trouve ça magnifique, les personnes qui arrivent à bien s'exprimer et qui ont l'art de la rhétorique. Et je suis en classe, il y a un contrôle par exemple, je rêve qu'on est tous les deux allongés l'un à côté de l'autre dans un parc avec la nature, qu'il fait beau, les oiseaux chantent, on entend une fontaine. Hem, c'est des images, très poétiques, très romantiques, très pures et aussi, très clichés. C'est un peu des images, presque enfantines de l'amour. Et alors j'en viens à me dire: «Mais en fait, ce monde des rêves, je m'en rappelle tellement bien que je vois pas pourquoi je pourrais pas, les garder avec moi comme des vrais souvenirs». J'ai quand même la maturité de penser qu'il faut vraiment qu'il y ait un déclic et ce déclic-là, il sera possible que si je lui avoue, mes sentiments. Et donc j'écris une lettre que je compte bien lui donner à la rentrée quand je vais le revoir, c'est-à-dire, une semaine après. Au lieu d'attendre que ce soit la rentrée et d'aller le voir à la fin du cours pour lui demander: «On va prendre un café», je l'appelle pour savoir si on peut se prendre un café avant la rentrée. Et il y a toute l'attente de OK, je l'appelle, numéro que je connais évidemment par cœur et je suis, dans le froid, dans le Jura, un soir, le téléphone dans la main et je me dis: «OK, Sarah, c'est parti, appelle-le, on y va, on va lui proposer un café». C'est un moment où mon cœur, bat à 100 000 à l'heure. Et je l'ai au téléphone, il répond et je lui demande: «Monsieur, est-ce qu'on peut se prendre un café? J'ai quelque chose à vous dire». Et il me dit: «Écoute, on se verra à la rentrée. Oui, oui, on prendra un café, à la rentrée». Il ne m'en demande pas plus. Donc je raccroche et rendez-vous pris pour, la lecture de la lettre à un café. Vient la rentrée, je vais en cours, j'ai cours avec lui et à la fin du cours, je lui dis: «Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire, il faut que je vous parle. Est-ce qu'on peut, se prendre ce café?» Et il me dit: «Mais tu peux pas me le dire maintenant?» Et je lui dis: «Ah non», je suis un peu étonnée de cette question parce que j'ai l'impression qu'il le sait déjà. Pour moi, il sait très bien de quoi je vais lui parler, c'est évident que je suis amoureuse de lui. Je lui dis: «Bah, non, non, je peux vraiment pas le dire maintenant, on se voit, au café». Il me dit: «D'accord, alors, rendez-vous au café à 18h».
au café à côté du lycée, café où je l'observais longuement pendant des heures. Évidemment, à 17h45, je suis au pied de guerre au café et je me mets à l'attendre. J'ai la lettre dans les mains que j'ai écrite